Bienvenue sur Diaf TV et merci de votre confiance. Aujourd'hui, dans le cadre de nos rencontres habituelles, n'est-ce pas, sur Diaf TV, nous recevons aujourd'hui 4 illustres invités. Il y a Monsieur Hervé Bouguen, qui est journaliste, animateur du site à succès griot.com. Nous recevons aussi Monsieur Armel Douglas Fotso, n'est-ce pas, qui est aussi animateur de parti pris sur AEUD TV. Ensuite, nous recevrons aussi le docteur Thomas Calvin Djombe. Et en duplex, on recevra aussi le docteur Raoul Pichou Kwachep, qui est du côté du nord de la France. Donc, plus exactement, aujourd'hui, nous allons parler de Nelson Mandela, son œuvre, sa vie. Et ensuite, nous parlerons de la République centrafricaine qui traverse actuellement des moments de turbulence. Sur ce fait, nous retrouvons donc sur le plateau avec nos invités. Donc, alors, on va commencer justement notre débat avec Nelson Mandela, qui vient de nous quitter, un grand homme, pour certains, adulé par les Occidentaux, apparemment surtout. Donc, on voudrait savoir réellement quel est son héritage véritable avec cette disparition-là. On va commencer justement par Monsieur Hervé Bouguen, qui lui donne un peu sa vision sur Nelson Mandela, son œuvre, sa vie et le reste. Alors, il y a un point que je ne partage pas avec vous, c'est le fait qu'il soit adulé que par les Occidentaux, parce qu'il y a quand même une chose qui est évidente pour l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a quand même une grosse ferveur autour de sa mort. Même si, quand on entend parler des gens qui vont être dans son village, on ne parle entre guillemets que de 3000 personnes, on aurait pu s'attendre à avoir beaucoup plus. Donc Nelson Mandela, pour moi, c'est des souvenirs assez différenciés. Au début, je dirais, quand j'étais jeune, c'était un fantôme, parce qu'il n'y avait pas d'image de Nelson Mandela. Donc dans toutes les chansons, hein, c'était de bon ton dans les années 80, de dire libérer Nelson Mandela, qu'on soit U2, Alpha Blondy ou autre, mais on ne le voyait pas. Donc il y a d'abord ce souvenir-là, parce que j'avais un peu moins de 15 ans quand on l'a libéré. Puis après, il y a le reste de son œuvre. Donc moi, ce que je retiens, même si j'ai un sentiment plus mitigé, c'est que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement populaire dans son peuple. Hein. Donc les Noirs lui savent gré de beaucoup de choses. Par exemple, quand il y a eu les premières élections en 1994, ils ont pu voter librement, ce qui était la première fois de leur vie, c'est quelque chose dont ils lui sont extrêmement reconnaissants. Pour moi, je suis un peu plus mitigé, parce que je ferai le parallèle avec De Gaulle, parce que pour moi, c'est des personnages assez similaires dans la mesure où, voilà, prenez un Français, vous lui parlez de la Deuxième Guerre mondiale, il vous parlera de Gaulle. De Gaulle, qui, ça n'engage que moi, était bien au chaud à Londres, pendant que d'autres mouraient, y compris certains de nos ancêtres. Et Mandela, c'est pareil, même si c'est pas de sa faute. Hein, on oublie les Sisulu, les Biko, et tous ceux qui ont œuvré pour que, de mon point de vue, les Blancs soient obligés de donner la paix. Donc moi, je retiens deux choses de Mandela. Il a su négocier la paix, c'est quand même important. La majorité noire aurait pu vouloir se venger un peu brutalement des brutalités passées. Maintenant, sur le fond, l'Afrique du Sud, les townships sont toujours aussi pauvres qu'avant, les gens ils sont toujours aussi peu cultivés. C'est un pays où on pense qu'en violant des jeunes filles, on peut guérir du sida qui y sévit massivement. La minorité blanche, pardon, a toujours le contrôle économique. Même si voilà, je suis un peu partagé parce que je dirais il y a deux voies. On peut faire la voie de Mugabe, c'est-à-dire qu'on part du même constat qu'il y a une minorité qui a spolié les biens de la majorité. Soit on fait comme Mugabe, on rend à la majorité, même si elle n'est pas totalement préparée. Soit on fait comme Mandela, en laissant à la minorité. Et je pense qu'entre les deux, il y a une voie intermédiaire qu'à mon sens, il n'a pas su trouver. D'accord, on reviendra justement sur le volet économique par rapport à l'héritage de Mandela. Armel Douglas, selon vous, est-ce que vous avez la même vision que Monsieur Hervé? Alors, je dirais que quelques différences avec Hervé, mais avant, je veux plutôt parler du souvenir que j'ai de Nelson Mandela. La première image que j'ai véritablement, c'est une image de lui, ou une image de sa première interview télévisée. C'est l'image que chacun avait quand il était en prison et qui illustrait tout le reportage sur Nelson Mandela. Et puis,
je garde une image très forte qui est celle de sa sortie de prison. Je dois avoir un peu moins de, à peine 10 ans. 11 février. 11 février, effectivement. Et donc, après ça, on commence vraiment à connaître le personnage et à comprendre l'histoire et son combat tel qu'il a mené. Et je résumerai ça par quelque chose que Nelson Mandela, c'était à la fois, je dirais, un Che Guevara, qui quand il a compris que le rapport de force n'était pas à sa faveur, il est très vite redevenu un Martin Luther King. À la différence que quand il sort de prison, il y a quand même une force qui l'amène à pouvoir prôner la paix et à ne pas tomber dans le piège de la provocation de la part des Afrikaners qui voulaient décidément prouver qu'il était resté une personne violente et qu'il était prêt à reprendre les armes à tout moment. Et pour finir, je pense que c'est pour moi, je dirais la force absolue du pardon. Ce qu'on peut retenir, c'est ce que le pardon peut apporter. Et ça se résume par une phrase qui disait effectivement que ce n'est pas notre pouvoir, ce n'est pas notre faiblesse qui nous rend faibles, c'est notre pouvoir qui nous rend faibles. Donc aussi une forme d'humilité qui fait que quand on est très puissant, on est forcément faible. Eh bien Thomas, qu'est-ce que je retiens de Mandela? Pour moi, Mandela c'est un héros. Héros dans les deux sens. C'est-à-dire dans le sens avec ROS, c'est-à-dire celui qui a dont l'action a potentialisé la possibilité de projection dans l'avenir de l'ensemble de la population noire sud-africaine. Et héros au sens de, avec RAVT, au sens de celui qui était là quand il fallait en fait. Donc pour moi je retiendrai donc que c'est un grand homme. C'est un homme à l'aura démesurée, parce que ce qu'il a pu réaliser dans le sens de la tolérance, dans le sens des valeurs éthiques, dans le sens même de la volonté politique est inaccessible pour certains dirigeants africains. C'est-à-dire que l'image qu'on peut retenir de lui, c'est l'image de quelqu'un qui veut exemplariser son être pour que les autres puissent peut-être en prendre de la graine, mais étant conscient aussi que les autres ne pourront pas. Parce que quand on arrive à discuter avec certains individus qui ont été auprès de lui par la suite, Mandela, avant sa mort, était dans une réelle souffrance parce qu'il comprenait déjà que l'ANC n'était plus l'ANC que lui il avait pu mettre en place. Et les actions n'étaient plus les mêmes. Parce que ce n'étaient plus les individus qui visaient le bien commun, qui visaient véritablement cette tolérance. Et l'ANC était devenu un mouvement qui finançait même des groupes terroristes qui se retournaient contre la population noire. Donc ce que je dis, c'est quelqu'un qui sait aussi que, vu ce qu'il a réalisé, personne d'autre, peut-être même dans toute l'Afrique, ne pourra faire la même chose. Par contre, il y a quand même quelques éléments de controverse par rapport aux négociations qu'il faudrait retenir. Je les reviendrai plus tard. D'accord. Alors on va en duplex chez Raoul là. Raoul, vous nous avez suivi tout à l'heure donc par rapport à Mandela, l'homme déjà, sa vie et un peu son héritage. Qu'est-ce qu'on peut dire réellement après justement son décès? Écoutez mes amis, j'aurais tellement aimé être sur le plateau pour discuter, me confronter un peu avec mes amis. Là, je suis très long, j'ai des contraintes qui me font obligé de ne pas être avec vous. Bon, je voudrais d'abord, pour être honnête, remercier Diaf TV de me donner l'occasion de me mêler à l'hommage universel que le monde a rendu à Nelson Mandela. Et évidemment, donner ma part de l'âme, comme on fait chez les Africains, ma part de l'âme de Sud-Africain, à nos frères sud-africains, pour pleurer cet homme extraordinaire, dont vous me permettrez évidemment de dire qu'est-ce que je retiens avant même qu'on entre dans le débat, si vous voulez. Je vais crier mes cartes un petit peu comme si je vois qu'Alain Jules va me couper la parole après. Non.
Mandela, pour moi, c'est comme un éclair dans la nuit, en fait. C'est un type qui, pendant très longtemps, jusqu'à l'époque, il y a quelques trimestres, où on a commencé à supputer sur sa mort, sur sa disparition. Mandela, pour moi, c'était l'incarnation supérieure de la possibilité chez les Africains d'une démonstration qu'on n'est pas génétiquement programmé comme médiocre. C'est pour vous dire le niveau où je le place. Voilà, pour aller vite et ne pas trop me dilapider dans le psychologique, si vous voulez. Hein? Mandela, pour moi, en contraste, c'est les images que chacun d'entre vous et moi et nous avons vues lors du pseudo-sommet franco-africain, il y a quelques jours à Paris. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde, lorsqu'un Africain comme nous regarde à la télévision, qu'est-ce qu'on voit de l'Afrique? On voit par terre des types qui se comportent comme des écoliers que je n'ai même jamais été. Parce qu'il est référencieux là-bas à Colombie, la nouvelle, je n'ai jamais su comment on se tient devant le directeur d'école. Ils sont couchés par terre devant le président français, un président qui est rejeté dans son propre pays. Il n'y a aucune envergure chez les dirigeants africains, aucune dignité, aucune espérance sur l'avenir. Regardez comment ils se comportent comme des troupeaux pour être pudiques, si vous voulez. Donc Mandela, pour moi, c'est la détonation, c'est la rupture, c'est la différence avec ces gens-là. Parce que Mandela, en fait, Mandela n'est pas, même comme évidemment, il y a des résonances divines chez lui. Il y a des choses chez ce type-là, chez cet homme-là, qui renvoient au divin. Tellement il est grandiose, tellement il est grand. Hein, parce que je rappelle, parce qu'on ne l'a pas assez dit, hein, que ce soit ici sur le plateau où on commence la discussion, que ce soit dans les différents médias africains où on a parlé de Mandela, on ne rappelle pas ce que c'est qu'être grand. Être grand, ce n'est pas une notion ésotérique. Hein. La grandeur renvoie à la qualité de ce qui est grand. D'un point de vue moral ou esthétique. À ce titre, j'invite chacun à regarder la ferveur, l'émotion, l'impact mondial, universel de ce que la mort de Mandela a provoqué. Je renvoie les gens à la douleur jusqu'aujourd'hui ressentie par les Sud-Africains de la disparition de ce homme. Ce n'est quand même pas quelque chose de banal. La grandeur, c'est l'étendue universelle de son influence. Que le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama ou un autre, vienne dire que sans Mandela, ma vie n'aurait pas été celle qu'elle est. Pardon, mais c'est pas donné. Voilà, le Mandela, avant qu'on entre dans le débat, cher Alain, Mandela pour moi, c'est ça. C'est comme disait Armel tout à l'heure, un jour on est des jeunes gens là-bas chez nous en Afrique. On apprend qu'il y a un type en prison qui est en prison non pas parce qu'il a égorgé des enfants, mais parce qu'il lutte pour la dignité des Noirs. Pour qu'on les respecte, pour qu'on leur donne les mêmes droits que les autres. On lui propose de sortir de prison et de déclarer non à la violence. Il dit je refuse. Moi, nous connaissons, nous Africains, tellement de gens qui donneraient leur main et leur père pour nous passer une nuit supplémentaire en prison. Ils refusent de sortir de prison, ils disent je reste là. Voilà, Mandela pour moi, si vous voulez. Attends, je ne veux pas entrer trop dans le débat, mais Mandela pour moi c'est ça en fait. C'est une grandeur inouïe qui vient nous rappeler, en tout cas moi, parce que parlons sur mon propre, qui vient me rappeler, et voilà, à titre personnel, Mandela, c'est que je ne suis pas obligé de considérer que je dois avoir mené à la baisse mes ambitions morales. Je dois exiger de l'autre d'être regardé comme un homme. Voilà Mandela pour moi. Alors justement, on ne tarit pas d'éloges sur Nelson Mandela. Hein, partout dans le monde, on a vu des chefs d'État se déplacer à ses obsèques, hein, notamment. Mais il y a comme une petite odeur, hein, une espèce de controverse, simplement parce que les Sud-Africains, pour certains intellectuels sud-africains, ils disent que Mandela ne les a que libérés, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer librement dans leur pays, ils peuvent aller voter, et puis à part ça, rien, notamment au niveau économique, parce que les Noirs sont devenus beaucoup plus pauvres, au moins 40% de la population justement. Est-ce que finalement Mandela est une espèce de messie, mais justement parce qu'il est beaucoup plus fêté en Occident? Qu'en pensez-vous autour ici de la table sur cette controverse de ce Mandela-là qui
n'a apporté que la liberté aux Sud-Africains, mais rien d'autre. Que la liberté c'est quand même déjà beaucoup, hein. Les gens étaient quand même otages dans leur pays. Il y avait les checkpoints, ils se faisaient mordre par des chiens dans leur pays. Tout était. Je pense que la liberté c'est déjà beaucoup. Maintenant, dans la plateforme politique de l'ANC, il y avait un certain nombre de promesses. Hein. On devait nationaliser les banques, récupérer les richesses. Factuellement, Mandela ne l'a pas fait. Il y en a qui pensent, je ne suis pas loin de le penser, que en réalité la situation elle n'était plus tellement tenable pour le régime de l'apartheid. C'est-à-dire que, comme le rappellent certains, le mur de Berlin était tombé. Médiatiquement, tous les artistes avaient fait des causes pour Mandela. Ça devenait quand même assez difficile pour le régime sud-africain de se maintenir parce que c'était difficile pour leurs alliés de continuer à les soutenir. Visiblement, Mandela a privilégié, alors si on est dans le sens politiquement correct, on va dire qu'il a sacrifié le volet économique à la stabilité du pays. Mais factuellement, les Blancs, la minorité blanche, elle a gardé tous les pouvoirs. Et comme vous le rappeliez hors antenne, les Noirs les plus pauvres sont encore plus pauvres qu'à l'époque de l'apartheid. Alors, Armel, je dirais que déjà la liberté, on convient que c'est beaucoup. Si on regarde le système de l'apartheid tel que c'était avec toute sa monstruosité, il y a des gens qui étaient quasiment plus que des esclaves dans leur propre pays, qui pour aller d'un point de la ville à un autre point devraient passer des contrôles et des contrôles. Mandela, il a fallu, à mon sens, faire un choix. Bon, Hervé le disait, il y a des choses qui tendent à prouver quand même que le système de l'apartheid était à bout de souffle. Déjà, du fait que les alliés ne pouvaient plus les soutenir avec les changements qui intervenaient déjà dans le monde. Et lorsqu'ils décident de mettre fin à l'apartheid, et aussi de rappeler que la majorité blanche même, c'est eux qui ont voté la fin de l'apartheid par référendum à plus de 70%. Donc c'était un système qui se faisait contre la volonté même de la population blanche, en majorité. Et donc il faut aussi rappeler que les négociations quand Nelson Mandela sort de prison jusqu'aux élections a duré 2 ans. Donc 2 ans pendant lesquels il a fallu négocier sur tous les points, notamment économiques. Sachant que dans la plateforme de l'ANC, c'était prévu la nationalisation de plusieurs sociétés, la redistribution un peu des biens à la majorité pauvre sud-africaine. Et je dois aussi rappeler que Mandela, économiquement, était quelqu'un de très libéral. Donc, très libéral, ça marche avec très peu de nationalisation aussi. Donc, très peu d'expoliation des biens, même s'il y avait une forme de justice derrière. Donc, il a fallu à un moment faire des choix et d'essayer de dire on accepte pour la liberté, l'égalité, une société démocratique, et après, économiquement, oublier certaines promesses que l'ANC avait faites à ces populations, d'où le constat d'aujourd'hui, qui fait que 40% de la population sud-africaine qui était pauvre pendant l'apartheid sont devenus encore beaucoup plus pauvres que pendant l'apartheid. Pour qu'on comprenne très bien, c'est qu'ils sont plus pauvres que pendant le système de l'apartheid. Il y a 40% de la population. Et on peut dire aussi que Mandela a fait son choix contre la vie de l'ANC. Voilà. L'ANC était quand même sur... C'est dans notre plateforme qu'il faut le faire. C'est vraiment un choix de vie. Moi, je pense que ce qu'on oublie, c'est que il y a une évolution économique aussi de l'Afrique du Sud. Et cette évolution économique rend aussi l'Afrique de plus en plus chère. Et avec ce qu'ils gagnent, ça devient plus difficile. C'est pas que l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que c'est qu'ils arrivaient à s'offrir avant avec des sommes insignifiantes, aujourd'hui ce n'est plus possible. Parce que la vie s'étant plus libéralisée, donc il devient plus difficile pour eux d'accéder à certaines choses. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que Mandela fait preuve plutôt d'une réelle volonté politique. C'est-à-dire que c'est un fin technique, tacticien politique. Il n'a pas pris le pouvoir à la forme d'un potentat, hein. Non. Oui, bien sûr. Il a pris le pouvoir sous la forme démocratique. Et après de très longues négociations. Et pourquoi on en arrive là? Quelle négociation politique se fait sans qu'on lâche du lest? Ou Mandela a lâché du lest, c'est clair, et c'était normal. Il a opté pour l'essentiel. L'essentiel, c'était d'abord la liberté de ce peuple. C'était la démocratie. Pour que le peuple puisse entrer dans la post-modernité, directement d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'on est parti d'un système où on était même moins que de la prémodernité, où l'être humain n'avait même pas sa valeur. Vous voyez, le bon est vraiment énorme. Tout ça par les actions de Mandela. Donc, les négociations politiques ne se font jamais que sous la forme d'un certain réalisme. Et ce réalisme, c'est dans ce réalisme qu'il a été obligé d'opter pour la non-violence. D'opter pour la démilitarisation de certains domaines, comme par exemple le domaine nucléaire. Donc, alors à partir de tout cela, est-ce que vous croyez qu'il pouvait tout garder pour lui tout seul? Et que je crois que si Mandela était resté avec campé sur la position de l'ANC, on n'aurait jamais pu atteindre cette liberté-là, malgré la pression internationale, parce que les Blancs aussi avaient intérêt à pouvoir sauvegarder quand même leur peau. Mais justement, les théoriciens du complot vont dans ton sens, parce qu'ils se disent justement, à un moment la maison brûle, hein, soit on laisse toute la maison brûler, soit, la liberté, hein, c'est inéluctable, mais justement, finalement, comme tu dis, les deux allaient dans le même sens. On leur laisse ce qui, un, nous coûte le moins cher, de deux, comme tu le rappelais, même au sein de notre population, on le veut, mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est un choix très tactique, mais quand on voit quand même que les townships sont toujours aussi pauvres, que le sida, comme Mandela lui-même l'a expérimenté, fait toujours autant de victimes, on peut se demander si quand même, peut-être qu'il ne fallait pas aller jusqu'à tout nationaliser, parce que comme j'ai dit au Zimbabwe, ça ne s'est pas toujours fait dans un grand bonheur, mais peut-être inciter ces grands groupes à faire plus pour les populations, peut-être que sans casser l'édifice, ça aurait pu permettre d'améliorer, moi je ne suis pas un spécialiste en économie, mais ça aurait peut-être pu permettre d'améliorer la condition de beaucoup de gens qui sont, c'est-à-dire on est dans un miracle sud-africain, c'est quand même un des pays qui est le plus porteur en Afrique. Oui, mais c'est quoi aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un très grand enrichissement de certaines populations noires sud-africaines. Oui, une bourgeoisie qui se développer. L'empowerment a enrichi quelques-uns. Bien sûr. Du fait de la pollution. Pas seulement l'empowerment. Il y en a aussi qui, à travers leur propre capacité, et leurs connaissances ont pu mettre sur pied les Noirs les plus riches sont oui, d'accord. Notamment, quand on voit ce qui se passe dans les mines, aujourd'hui, comment on traite les travaux dans les mines. Il y en a qui ont été tués récemment, justement, alors que... Même 10 ans après la fin de la partie. On va revenir là-dessus. On va laisser la parole à Raoul, pour que Raoul essaye aussi de donner son point de vue par rapport à cette controverse, justement, Mandela, qui a apporté essentiellement ou uniquement la liberté, on ne sait pas trop si c'est le cas. Alors Raoul, que pensez-vous justement de cette controverse par rapport à Mandela, qui n'aurait, je préfère rester au conditionnel, apporté que la liberté aux Sud-Africains? Ah là, c'est très très drôle. La façon dont vous formulez la problématique de la succession de Mandela, de l'héritage de Mandela est extrêmement touchante. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avec votre humour, vous posez la question de comment rester poli. La question de l'impréparation de cette critique-là, de l'immaturité de la critique. Je ne parle pas d'Alain Jules en tant que tel. Je dis pour vous poser sur le plan général l'inanité de cette critique-là, en fait. Quand on parle de controverse, de quelle controverse? Dans 3 siècles, personne ne se souviendra plus de ce que vous appelez Alain Jules controverse, personne ne s'en souviendra. Dans 3 siècles, les Noirs, j'espère, mais tendanciellement, on peut parier que dans 3 siècles, l'Afrique du Sud sera une puissance mondiale, puisque c'est aujourd'hui une nation émergente. Ce sera une puissance mondiale, il n'y aura que les Noirs partout. Pour la première fois dans l'histoire du monde. Sauf évidemment pour ceux qui font de l'histoire archéologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, entre guillemets, l'histoire positive, celle qui est disponible dans le bouquin. Voilà. Dans 3 siècles, on verra pour la première fois dans l'histoire du monde une nation noire africaine à la tête de laquelle il y aura tous les leviers du pouvoir entre les mains de Noirs. Politique, militaire, économique, etc. En attendant, qu'est-ce que Mandela a eu à régler comme problème? Mandela passe 5 à 6 années de sa vie à
dormi de cache en cache. Parce qu'il est leader de Bungoto Bisiswe, la branche armée de l'ANC, illégal. Il est recherché, il est traqué comme Arafat à une époque. Puis il passe 27 années en prison. Il sort de prison à 71 ans. Il passe un certain temps à négocier, il prend la tête de l'ANC. Il devient. Mandela en sortant de prison, il n'était pas président de l'ANC, il était secrétaire général. C'est Tambo qui était président. En 1994, bon récemment, Mandela est président de l'Afrique du Sud. Il passe 4 ans, dont un mandat. La dernière année, il est en train d'installer le fils de son ancien compagnon de lutte, Thabo Mbeki. Il est en train de l'installer à la tête du pays. Un mandat. Et il s'en va. Il s'en va. Il a environ 80 ans. Donc ce que vous appelez controverse, Alain Jules, c'est indirectement une façon de rendre hommage en plus à la grandeur dont je parlais tout à l'heure de Mandela. C'est-à-dire quelqu'un qui défie tellement le genre humain général, qu'il faut le rappeler, est plutôt caractérisé par sa médiocrité. C'est exceptionnellement qu'un être humain célèbre. Non, un philosophe Bachon sur le plateau, il peut le dire. C'est exceptionnellement qu'un être humain célèbre au niveau. Non pas Mandela, mais au niveau juste au-dessus de la moyenne. En général, c'est les moutons. Chacun se bat pour son confort personnel. Mandela a tout sacrifié. Il se marie à peine 2-3 ans de consommer son mari, il se retrouve en prison. Il n'a pas vu ses enfants, etc. Il sort, on lui a. Mandela n'a donné que la liberté aux Sud-Africains, mais la liberté c'est tout, mes amis, c'est tout. Vivre libre ou mourir, n'est-ce pas? C'est le slogan encore aujourd'hui en vigueur à Cuba. On dit, Mandela, mais qu'est-ce que Oliver Cromwell a fait en Angleterre? Il n'a donné, même pas encore la liberté, que l'idée de se lever contre la monarchie aux Anglais. Et il est parti. Qu'est-ce que Washington a donné aux Américains? Il leur a donné juste l'occasion de bâtir une nouvelle constitution contre l'Angleterre. Qu'est-ce que Churchill a fait? Il a gagné la Seconde Guerre mondiale contre Hitler et il s'est fait taper. Pardon de parler comme Madoua, il s'est fait taper aux élections qui ont suivi. Par un obscur personnage dont personne ne se souvient plus aujourd'hui, qu'il a battu aux élections législatives. Donc, demande à Mandela, c'est-à-dire un être humain normal, puisque ce n'était pas un dieu, on lui demande de confier l'économie sud-africaine à des types qui ont vécu pendant 3 siècles et demi. Qui ont vécu la nation pendant 3 siècles et demi, qui ont connu la bataille depuis 40 ans. On leur demande, il faut leur donner la direction de la centrale nucléaire, il faut leur donner la direction des entreprises multinationales, il faut arracher le diamant au plan de leur donner cette signal. Mandela, qu'est-ce que Mandela a fait pour que je ne sois pas leur président? Mandela, pour moi, c'est 2 choses, 3. Sur le plan économique, Mandela n'a rien fait. Mandela, c'est une promesse sur le plan économique. Il dit aux Sud-Africains, nous sommes des anglo-saxons, parce que c'est un anglo-saxon, Mandela. Même s'il a vécu toute sa vie en Afrique du Sud, il est moins aliéné que chacun d'entre nous là sur le plateau. Mandela a passé toute sa vie en Afrique du Sud, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est un anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'héritage de ces colons chiants, criminels, qui ont insulté notre dignité. Mais la meilleure part d'eux, c'est la culture anglo-saxonne, c'est-à-dire la révolution qu'on ne connaît pas. C'est la piecemeal reform, c'est-à-dire on bâtit étape par étape le développement. Et après on va en profiter. Mais en attendant, peut-être dans 1 siècle, peut-être dans 40 ans, peut-être dans 3 siècles, en attendant, moi je vous mets sur les rails et je me retire. Je n'ai pas la compétence économique, je ne comprends pas le monde d'aujourd'hui. En entrant en prison, Mandela c'est un communiste. En sortant, le monde a changé. Les Blancs ont tous les pouvoirs. Qu'est-ce que Mandela peut faire? Mandela peut dire, on fait comme en Rhodésie. On arrache tout aux Blancs, on donne aux Africains. Évidemment, ils ne sont pas compétents, mais pour la faire, on sait très bien comment ça marche. Mandela n'est pas un philosophe qui peut se permettre de crier n'importe quoi et passe à la postérité, comme Calvin qui est sur le plateau, qui passe à la postérité, et d'autres, les philosophes c'est ça, ou bien les révolutionnaires, qui passent à la postérité pour ses échecs. Mandela c'est un homme politique. Il ne veut pas passer à la postérité pour ses échecs, il n'expérimente pas ce qui n'a pas marché ailleurs. Il tente ce qu'il connaît. Il dit, moi, sur le plan moral, je rends la dignité au noir, un noir égale un blanc, égalité formelle en droit, le reste vous vous débrouillerez sur les siècles qui viennent. Sur le plan politique, j'instaure les débuts d'une démocratie en Afrique du Sud, une démocratie vraie, c'est-à-dire il n'a pas mis au pouvoir de ses enfants, ni son petit frère. Il organise les élections, il n'est même pas candidat, il soutient. Il s'en va vivre enfin, pardon, il s'en va vivre enfin les dernières années de sa vie avec sa nouvelle femme. Et on dit, Mandela, il n'a donné que la liberté. J'aimerais beaucoup qu'au Cameroun, au Tchad, un dirigeant nous donne ne serait-ce que la liberté. J'aimerais beaucoup que quand certains viennent se coucher au palais de l'Élysée devant M. François Hollande, j'aimerais qu'ils disent comme Thabo Mbeki, non pas Thabo Mbeki, Jacob Zuma,
qui a dit, souvenez-vous, Alain, il a dit, avant même la mort de Mandela, il a dit non, j'y vais pas. Vous savez, la France-Afrique, ça veut dire quoi ce truc? Il a dit, j'y vais pas. C'est ça la liberté. Moi, je serais tellement heureux de rencontrer les copains comme chacun d'entre vous, européens. Et lorsqu'il parle de sommet France-Afrique, il dit non, 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 non. Moi, je ne connais pas, mon président n'y est pas. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en Russie, c'est possible. Même si on met le vendeur dans une boulangerie ou bien le jeune électricien, apprenti électricien, on le met à la présidence en Afrique du Sud. Je parle de moi. On le met en président, il sait qu'il peut. Puisque Mandela l'a déjà fait. Mandela a simplement inauguré une manière de se tenir en tant qu'homme. Et ça, c'est inestimable. Mais pour finir, Alain, en même temps, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Je suis trop long, pardon, c'est que je livre trop, c'est qu'on va couper la parole. Alain, Mandela fait une chose très simple. C'est que, finalement, Mandela rappelle une chose simple. C'est que, il n'a pas envie d'endosser les habits du prince africain, alors, qui portait les valeurs de l'Afrique ancestrale sur ses épaules. Mandela a commis un crime, je dis avec un peu d'humour, Mandela a commis un crime, pour en finir. De mon point de vue, hein, ce que j'entends dans ce qui est implicite, parce que c'est difficile de le dire, ce que j'entends dans les critiques, Mandela a commis un crime, de mon point de vue, qui n'est pas encore dit, mais il y a un courageux parmi les critiques qui va le dire. Mandela a commis un crime, c'est que Mandela a dit, l'Afrique, on le porte dans le cœur, mais le développement de l'Afrique du Sud, on s'adosse sur le credo du monde industrialisé. Le credo connu, c'est un néolibéral, comme a dit Ahmed. Mandela a endossé des habits neufs d'un néolibéral. C'est-à-dire, il a dit, écoutez, l'économie sud-africaine participe au commerce mondial. C'est la première puissance africaine. 50% du PIB industriel africain, c'est l'Afrique du Sud. C'est-à-dire pas la récolte du cacao ou bien l'extraction du pétrole. Ce qu'on produit dans des manufactures avec une ingénierie derrière, une conception de la recherche, c'est sud-africain. Il dit, c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est que Mandela a développé deux types d'éthique. D'abord, une éthique de l'égalité qui a permis qu'il puisse respecter les clauses du contrat mis en place lors des négociations pour la mise en place de la démocratie en Afrique du Sud. Et maintenant, une éthique des compétences. Il a compris que les Noirs n'avaient pas certaines compétences leur permettant de pouvoir sauvegarder le credo industriel de l'Afrique du Sud. À partir de ce moment-là, il dit donc, on laisse ceux qui sont compétents là où il faut, on essaie d'échanger aussi là où il faut, c'est-à-dire au niveau politique et au niveau des valeurs fondamentales de l'humain. Et à partir de ce moment-là maintenant, qu'on donne à chacun la chance de pouvoir se développer. C'est-à-dire que la voie est ouverte aux gens, aux autres, à tout le monde, parce qu'il y a égalité. La voie est ouverte à tout le monde de pouvoir maintenant développer ses capacités et de pouvoir générer les richesses. Donc, la voie n'est pas fermée pour les autres pour qu'ils puissent aussi faire des richesses. Je pense qu'il faut qu'on convienne de quelque chose, c'est que Mandela, il lui aurait fallu plusieurs vies pour à la fois libérer l'Afrique du Sud et les développer économiquement. Mais aussi une idée que je voudrais bien recuser, c'est cette idée de compétences qui fait dire que Mandela n'a pas fait ce qui était promis par l'ANC parce qu'il trouvait qu'il y avait des incompétents dans la société noire. Il y avait des incompétents, mais il y avait quand même des personnes assez compétentes pour diriger le pays. C'est-à-dire qu'après lui, il y a eu Thabo Mbeki, après lui, il y a eu Jacob Zuma, il y a eu... L'image que l'on prend, c'est assez différent du Zimbabwe qui est à côté. Parce qu'on ne va pas me faire croire qu'en 90, quand Nelson Mandela sort de prison, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de Noirs assez compétents pour pouvoir diriger quelques entreprises. Je crois que c'est lié, le fait qu'il ait rejeté ce programme de l'ANC, du moins sur cette partie-là, est lié purement et simplement à son idéologie libérale. Ça ne marche pas, on ne spolie pas des richesses aux gens quand on est libéral. Donc, Mandela, lui, il a compris quelque chose, c'est qu'on ne pouvait pas tout prendre, tout nationaliser, et je ne suis pas partisan du fait qu'on puisse nationaliser des choses, même si je précise qu'il y a une forme de justice là-dedans, parce que ceux qui sont accaparés des richesses, ils les ont pris parce qu'ils étaient plus forts, et au détriment de certaines personnes. Ça aurait été quand même aussi plus juste qu'on organisa une forme de redistribution, ne serait-ce que des terres, ne serait-ce que des biens dans la population.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose la question, non pas de que Mandela n'a donné que la liberté, mais de son héritage. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui après qu'il ait laissé le pouvoir? Qu'est-ce qu'on a fait? On arrive à la conclusion qu'on a une société sud-africaine noire où s'est développée une bourgeoisie noire du fait d'une extrême corruption. Très égalitaire, on va dire, en somme. Hein. Voilà, voilà. Et on arrive qu'on a toujours les personnes qui étaient pauvres qui continuent à être beaucoup plus pauvres. Je peux te poser une question très simple. Est-ce que tu crois qu'en 4 ans, on peut non seulement réaliser la stabilité politique et en même temps la stabilité un débat économique? Non, je pose la question après. C'est pas pendant le règne de Mandela. Mandela, il a fait ce qu'il avait à faire. 4 ans, non, mais le problème, c'est que ça fait 20 ans. Raoul, tu peux intervenir là parce que là, on est parti dans Mandela. Oui, non, on est d'accord. C'est son parti. C'est son parti. C'est son héritage. Il reste quand même. C'est son héritage. Il est quand même resté jusqu'à la fin, la conscience morale. Si c'était levé pour dire voilà. Il n'a plus la conscience morale parce que si ça avait été encore lui la conscience morale de ce parti, on n'aurait pas eu des cas de corruption aussi évidents. Il y a justement M. Gingassa qui veut vous poser une question à tous. Hein. Oui, alors, donc, on a très bien compris hein, qu'il y a chez Mandela aujourd'hui une espèce d'union religieuse, n'est-ce pas, pour saluer l'œuvre de l'homme. Mais au cours donc des obsèques de Mandela, il y a un discours qui est quand même assez poignant, hein, c'est celui de Barack Obama. Hein, c'est celui dans lequel il fait allusion à un grand Mandela qui a su donner la main à son plus grand ennemi. Mais quand même, est-ce que finalement Mandela ne sert pas un certain discours chez ceux-là même qui trouvent toujours l'occasion idéale pour encenser les mous nègres? Le mot me paraît décisif. Je dis bien les mous nègres. Quand on sait que le même Obama n'a pas été capable de tendre la main à son ennemi juré Ben Laden, est-ce que ça ne vous interpelle pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas dedans? Oui, justement, Raoul. Poser une question qui, de mon point de vue, résume l'énigme de cette chose qui fait demander un nom plutôt célébré à l'extérieur de l'Afrique qu'en Afrique. Comment se fait-il que l'homme le plus grand que l'Afrique ait bien à l'époque d'aujourd'hui, comment se fait-il qu'il soit plutôt célébré à l'extérieur qu'à l'intérieur? J'aimerais redire à Guy que même d'un point de vue philosophique, il y a une sorte d'éducation à l'appréciation du beau. On n'apprend pas spontanément à aimer ce qui est beau. Ça s'apprend. Ça ne tombe pas du ciel. Les Africains sont tellement maltraités depuis des dizaines d'années, avant les indépendances et surtout après les indépendances, pas des Africains eux-mêmes, qu'il est normal de trouver suspect que le reste du monde célèbre un homme qui est un Africain, aussi noir que nous, et que chez nous, on se demande comment se fait-il que, tiens, il est aimé par 4 premiers ministres anglais se déplacent. C'est extraordinaire. Le premier ministre actuel, les 3 prédécesseurs, un président américain et 3-4 prédécesseurs, c'est suspect. On aimerait tellement dire que Mandela, en 1994, avec l'occasion historique qu'il avait entre les mains, d'offrir au moment la vengeance sur l'ennemi. L'ennemi, c'est le blanc. Entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi de l'Africain, c'est lui-même. Je livre mon point de vue cash. L'ennemi de l'Africain, c'est lui-même. C'est notre propre incapacité à nous aimer nous-mêmes. Notre autoflagellation qui nous rend si vulnérables à l'endroit de l'étranger. Pour répondre directement à Guy, j'ai envie de dire ceci. Ben Laden, c'est un ennemi de l'extérieur. C'est un ennemi étranger aux États-Unis. Sur le plan intérieur, Barack Obama n'a jamais fait que faire ce que d'ailleurs tous les autres présidents ont fait. Obama a battu Hillary Clinton lors des primaires extrêmement rudes. Chacun se souvient de ce que les primaires ont été entre Obama et Clinton. Inédit de violence. Mais le lendemain, il a appelé Clinton au poste le plus prestigieux du gouvernement. Ça, c'est d'ailleurs du point de vue de la cohésion nationale. Il n'a pas fait une faute, une seule, Obama. Même si son bilan est discutable. Raoul, tu me permets rapidement de te couper. Raoul, tu me permets de te couper. Je reprécise ma question. Hein. Il n'est pas question ici de débattre sur une certaine sympathie qu'on aurait pour Mandela ou pas. C'est plutôt de s'interroger sur la sincérité de ceux-là même qui viennent donner les leçons d'humanité
alors qu'il n'y a pas très longtemps, les mêmes étaient incapables de faire montre d'autant d'humanité, d'autant de solidarité, autant de valeur de pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais embrayer rapidement sur un parallèle. C'est exactement ce qui s'est passé à la mort d'Aimé Césaire. Quand on a vu ces mêmes-là qui l'ont boycotté ici, en France, se rendre en Martinique aux obsèques d'Aimé Césaire. Je veux juste qu'on me dise, je veux juste, si tu veux, comprendre qu'est-ce que cela peut faire, de constater que ces mêmes-là qui nous demandent de continuer à nourrir des valeurs de pardon, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des moments comme ceux de Mandela ou de Césaire, sont incapables eux-mêmes de les mettre en place. C'est ça ma question. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela vous fait de voir ça? Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Mais simplement, il faut qu'on sorte de ces stéréotypes politiques qui virilisent complètement cet univers politique-là. Où on dit qu'à partir du moment où l'individu arrive à être tolérant, ça veut dire qu'il est mou. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on sorte de ces clichés-là. Ce sont des clichés qui sont complètement inhibiteurs et obscurantistes. Par exemple, hein? Ils sont complètement. Parce que si on parle de mollesse, qu'est-ce qui va se passer? On va comprendre que on pourra peut-être penser que Mandela, dès qu'on lui a dit bon, on te sort de prison, il a dit oui, non, il a dit non, tu ne sors pas de prison tant qu'il n'y a pas des négociations qui me montrent une assurance de libération et de liberté de la partie noire d'Afrique du Sud. Où est donc la mollesse là-dedans? Donc il faut qu'on se de ces clichés-là. Je vais rajouter. Je disais donc que lorsqu'on regarde l'œuvre de Mandela, j'ai dit au début que c'était la force absolue du pardon. Et quand Barack Obama s'exprime à ses obsèques et dit ce qu'il a dit, il se passe quand même des choses qu'on a vues. La poignée de main entre Barack Obama et Raoul Castro, c'est quand même quelque chose qui symbolise une forme de pardon. Et je pense que Mandela a été très bien célébré. C'est-à-dire qu'on a vu des personnes qui ont manifesté l'unité avec leurs ennemis, avec des personnes avec qui ils n'ont pas forcément les mêmes idées, des personnes qui sont en combat avec eux, venir unis aux obsèques de Mandela pour pouvoir témoigner, apporter ce genre de témoignages. Après, tout le monde n'est pas Nelson Mandela. Le président américain n'est pas Nelson Mandela. Moi qui parle, je ne suis pas Nelson Mandela. Je n'ai pas la force de pouvoir pardonner comme il l'a fait. Mais toujours est-il que ça reste une leçon et un enseignement qui devrait rester et guider tout le monde. Et lorsqu'on revient sur Nelson Mandela, je veux rappeler aussi que lorsqu'il sort de prison, il renonce à la violence, à la lutte armée, uniquement lorsque les négociations ont abouti. Pendant 2 ans, il est toujours avec la possibilité de recourir à la lutte armée. Et ça a été une contrainte, un blocage pendant les négociations où Frédéric Declercq de son côté imposait qu'il renonce d'abord à la lutte armée avant que les négociations n'évoluent. Et il a dit non, tant qu'on n'arrive pas à un point d'accord tel qui satisfait l'ANC, il ne renonce pas. Et il a renoncé après. Mandela n'était pas un mou, c'était pas un naïf, mais c'était quelqu'un de réaliste, un stratège qui a su se servir de tout ce qu'il avait pour arriver là où il est. Hervé, avant qu'on conclue, c'est juste sur un mot, parce que c'est ce que Guy a dit. Mandela qui est plus célébré à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc il faut nuancer. Il y a beaucoup de présidents occidentaux qui sont allés, mais j'ai pas vu beaucoup de citoyens occidentaux s'extasier pour Mandela. Je pense que, à mon avis, il y a quand même plus d'Africains qui ont réellement été touchés que de personnages politiques et les chaînes d'information qui ont montré en boucle les mêmes images. Après, quant à Obama, moi j'ai toujours considéré comme un politicien américain, c'est-à-dire que je prends toujours avec beaucoup de pincettes leurs propos. Il a fait un très beau discours. Maintenant, est-ce qu'il était sincère dans ce qu'il disait, de ce que Mandela représentait pour lui? Voilà. Obama, c'est un peu le genre de gens, voilà, quand vous lui parlerez de Luther King, il va dire vraiment c'est grâce à Luther King que j'ai eu ma conscience politique. Quand vous lui parlerez d'Obama, ce sera certainement grâce à Obama. Et quand ça fera 50 ans que Malcolm X sera mort, peut-être qu'il vous expliquera aussi que c'est Malcolm X qui a réveillé ça chez lui. Donc moi je serais prudent. Par contre, quand il lance une pique au président africain en prenant l'exemple du fait que Mandela est vite parti, par contre effectivement, je suis pas sûr que ce soit bien passé chez tous les pères africains. Voilà, je crois que un débat sur Mandela est un débat sans fin. On ne peut arriver à aucune conclusion.
Et par conséquent, ainsi s'achève un peu le débat hein, sur Mandela. On va essayer de parler actuellement là de la République centrafricaine qui passe de très mauvais moments, on va dire, entre la Séléka qui a pris le pouvoir et la France, n'est-ce pas, qui va en Centrafrique en tant que cheval blanc qui apporte la paix et la prospérité à la République centrafricaine, c'est-à-dire l'Afrique. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que c'est le retour de la France-Afrique, justement avec le cas d'abord malien et aujourd'hui avec le cas centrafricain?